Bonjour Amandine, tu m'as fait une petite frayeur. Bonjour Stéphane. Du coup, j'ai cliqué sur un lien, mais a priori, c'était pas le bon. Donc, je suis allée chercher dans mon D'accord. calendrier. Il y avait un autre lien et Ah c'était le bon. mince. Donc, Ah donc, en fait, d'accord. ça fait 10 minutes que j'étais connectée. Et à un moment, je regarde, je fais réunion prévue à 9 heures. J'étais là. Hmm, Non, ah mince. Ah bah ce n'est écoute, pas le bon navré. lien. Ok. Eh C'est bah pas écoute, grave. du coup, ceci explique cela. Je suis en tout Tout à cas fait. très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et moi Et aussi, je donc, suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis sûre que ça va être super chouette. eh ben, écoute, moi, j'en ai absolument aucun doute. Je vais commencer par faire une petite présentation avant d'enchaîner sur cette petite interview, ce petit échange qu'on va avoir avec toi sur l'entrepreneuriat éthique et aligné pour créer une activité qui fait sens et qui change le monde. Donc, tout un programme. Tout Donc, à fait. pour te présenter, business et écologie peuvent sembler de prime abord deux termes assez éloignés. Il existe cependant des manières de concilier ces deux termes et de les faire coexister en bonne intelligence. C'est en tout cas l'idée que soutient Amandine, ancienne professeure des écoles et entrepreneuse depuis 3 ans. Elle a notamment accompagné une cinquantaine d'enseignants à orienter leur choix de carrière, à préparer leur reconversion, à obtenir leur rupture conventionnelle et à maintenir leur motivation. Elle a depuis peu élargi son activité en devenant mentor des entrepreneuses conscientes pour aider ses clientes à développer une activité plus éthique et alignée avec leurs valeurs et vient nous faire part de sa vision sur le thème l'entrepreneuriat éthique et aligné, comme on le disait, qui va mener à créer une activité qui fait sens et qui change le monde. C'est un programme ambitieux. Merci Amandine d'être là. Comment tu vas? Eh ben écoute, je vais super bien. Je me suis fait une petite séance de sport juste avant, histoire de faire monter l'énergie. Là, je suis chaud. Au taquet. Super. Eh ben, Exactement. écoute, c'est tout ce dont on a besoin. On va en profiter, on va prendre tout ça. Yes. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Donc, je l'ai mentionné un petit peu, mais l'avoir avec tes mots, ce serait aussi intéressant pour avoir ton approche, savoir comment est-ce que tu en es arrivé là. Alors oui, mon parcours peut sembler atypique parce que on a l'impression que quand on est enseignant, en fait, on est enseignant toute sa vie. Et c'est un peu l'idée qu'on entretient avec ce côté fonctionnariat, etc. Sauf que, on peut se rendre compte quelques années après que le métier ne nous correspond pas. Et ça, généralement, quand ça arrive, ça donne une sorte d'énorme claque dans la tête parce que on remet tout en question et notamment un job qui nous permet d'avoir un salaire régulier à vie. Et généralement, c'est enfin, des périodes de doute, voire des périodes liées avec un épuisement professionnel, parce que, comme la plupart des métiers du soin, c'est un métier où on s'investit à 3000%, quitte à se griller soi-même. Et en fait, c'est ça qui m'est arrivé. C'est que j'étais hyper investie dans ma mission. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que, qu'il y avait un blocage entre ce que moi je voulais faire et ce qu'on me disait de faire. Je sentais que j'avais besoin d'aller dans une direction. Et en fait, j'avais pas les moyens et le soutien nécessaire pour aller dans cette direction. Et en fait, ça crée Hmm. une incohérence en soi où on se dit, mais en fait, je vais pas pouvoir avancer comme je le veux. Et quand on est très investi, généralement, voilà, ça crée un mal-être qui s'entretient. Et puis après, il y a plein d'autres éléments qui entrent en compte dans, dans la situation de mal-être des enseignants. Et donc, j'ai fait un burn-out. J'étais arrêtée pendant 8 mois. Et pendant ces 8 mois, je suis quelqu'un qui a du mal à rester, euh, comment dire, à me reposer tranquillement chez moi sur mon canapé. Donc, 8 mois, pour moi, c'était j'ai le temps de faire autre chose. Non, en vrai, je me suis quand même reposée, mais ça m'a permis de me projeter sur un autre projet. Et à la base, je m'étais dit, comme on sortait de la période de Covid, que le coaching de vie, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc j'ai fait une formation de coach de vie. Et en fait, c'est grâce à cette formation que j'ai pu avoir ma rupture conventionnelle. Hyper motivée, mais un peu dans le flou quand même, parce que je ne connaissais pas du tout l'entrepreneuriat. Et j'ai rejoint une formation assez globale sur l'entrepreneuriat qui m'a permis en fait de me recentrer sur mon histoire, mon parcours
et ce que j'avais envie d'apporter au monde à ce moment-là. Et vraiment, je ressentais mon parcours comme un parcours du combattant, comme quelque chose de dur, de difficile, où on a des obstacles. Et c'est pour ça que je m'étais dit que c'est le parcours que je voulais accompagner pour le rendre plus doux, plus, ouais, plus facile, plus encadré que ce qu'il n'est actuellement. Donc c'est pour ça Hmm. que je me suis formée au bilan de compétences et que j'ai accompagné donc en coaching, en bilan de compétences, des enseignants à différents niveaux d'avancement, de je ne sais pas du tout quoi faire à j'ai mon projet et je veux demander une rupture conventionnelle. Hmm. Et surtout, en plus, comme tu dis, c'est aussi mettre fin à, enfin, comme tu le décrivais très bien, un salaire à vie de Oui. fonctionnaire. Donc, c'est pas une transition facile non plus en termes de process. Et tu sais, quand on avait parlé de la thématique de ton intervention aujourd'hui, tu as précisé le côté éthique, et, puisque là on parle un petit peu de l'alignement, mais Oui. je voulais justement vraiment t'entendre sur cet aspect-là qui t'est vraiment cher, sur le côté éthique et des activités qui justement incluent cette notion-là dans Mm, son mm. avancement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ces 3 ans d'accompagnement des enseignants ont été hyper riches, notamment parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et j'ai trouvé que, enfin, je trouve toujours que les entrepreneurs sont des gens passionnants et passionnés parce que ils créent leur quotidien professionnel. Et ça, c'est quand même un truc assez fou. Parce que, en fait, c'est comme si on avait une page blanche et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et c'est là où vient toute la difficulté de faire ce qu'on veut, parce que c'est difficile quand on a 1 million de choix, de faire des choix. Alors, on a ben, de multiples formations, de nombreux comptes Instagram, des conseils sur LinkedIn, etc. Plein de choses que des personnes qui ont réussi vont proposer pour aider les personnes qui débutent à se lancer et à avoir une activité rentable. Et en fait, moi, j'ai trouvé enfin, assez rapidement, je me suis retrouvée un peu noyée dans toutes ces informations et j'arrivais pas à dégager quelque chose qui m'était propre à moi. En fait, on propose souvent d'appliquer la méthode d'un tel parce qu'elle marche pour lui. Et donc, on se dit, bah, si elle marche pour lui, il y a des chances qu'elle marche pour moi. Et en fait, oui, je reviens sur le côté éthique de la question, parce que je suis partie un peu sur le côté, mais en fait, ouais, le fait d'avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs m'a fait prendre conscience que en fait, il y a une sorte de modèle d'entrepreneuriat à l'américaine qui vraiment, moi, me fait vomir, et je pèse mes mots, de D'accord. le, la self-made woman qui va conquérir le monde et qui prend des jets privés pour aller boire des cocktails avec ses copines entrepreneuses. À True Miami. story, j'ai vu passer quelqu'un qui vantait ce mode d'entrepreneuriat. Et ça, typiquement pour moi, c'est quelque chose qui est pas éthique. Pourquoi? Parce que quand on choisit l'entrepreneuriat, on choisit de contribuer au monde et de contribuer au monde à sa manière. Mais, euh, mais à sa manière, ça demande aussi de prendre conscience de soi, de ses besoins, de ses envies, de son ambition. On peut très bien avoir beaucoup d'ambition et être éthique. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, de soi, des autres aussi, de l'impact qu'on a sur les autres, de l'image que l'on renvoie, du modèle que l'on renvoie notamment, et aussi de son impact sur le monde. On a parlé des autres, mais aussi sur l'environnement dans lequel on vit. Parce que on ne peut pas décorréler finalement ce qu'on fait de notre environnement, parce que on est tous reliés à cette même planète dans laquelle on vit. Et en fait, c'est avoir conscience que nos choix ont un impact. Et Et ça notamment veut sur dire, les à autres. l'inverse, c'est ça, ça veut dire aussi que
on peut avoir plusieurs choix et cibler en fait ce qui nous correspond plus. Mmh. Et du coup, tu vois, quand je t'écoutais parler, on a justement, en termes de thématiques, d'événements aujourd'hui, l'entrepreneuriat, mythe et réalité. Et pour toi, c'est quoi les plus grands mythes autour de l'entrepreneuriat éthique? Ah là là, l'entrepreneuriat éthique, ce n'est pas rentable. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est entrepreneur, c'est quand même un métier où bah, l'entrepreneuriat est notre métier et donc c'est notre source de revenus. Donc, la rentabilité, c'est quand même l'essence même de l'entrepreneuriat. Bien Sinon, on sûr. appelle ça du bénévolat. C'est un autre domaine. Et souvent, on imagine que pour être rentable, il faut se transformer en requin. Parce qu'on a un peu Mmh. cette image de vendeur de tapis. Moi, j'ai cette image de quand on est allé, quand on cherchait à acheter une maison, on a rencontré plein d'agents immobiliers. Et dans l'immobilier, on sent vraiment les personnalités dans la vente. Et on a croisé l'archétype du requin dans le vendeur. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il faut devenir cet archétype-là pour réussir dans l'entrepreneuriat et pour être rentable. Et en fait, spoiler alerte, on l'a pas choisi parce qu'en Mmh. fait, ça ne correspondait pas à nos valeurs à nous. Et ce qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un échange de services, mais qu'aujourd'hui, la personne qui vend est autant importante que le service qu'elle vend. Et moi, je sais que les clientes avec qui je travaille, elles travaillent avec moi parce que j'ai une offre qui répond à leurs problématiques et parce que moi, en tant que personne, j'ai su et, euh, et en gros, j'incarne des valeurs qui leur correspondent. Et c'est pour ça qu'on peut très bien être rentable dans une activité qui a des valeurs éthiques parce qu'en fait, quand on part de nous, de nos propres forces, de notre manière, de notre zone de génie, finalement, on va pouvoir construire un modèle et un système qui permet d'être rentable sans se transformer en quelque chose qu'on n'est pas. Oui, sans travestir Tout à fait. son être profond. Est-ce que tu penses pas que c'est... excuse-moi, je fais une petite digression sur la définition que tu donnes de l'entrepreneur, qui est la personne qui vend. Tu dis que la personne qui vend est aussi importante que le service qu'elle vend. Est-ce que tu penses pas que c'est justement propre au service? Si par exemple, tu vends un produit, tu Mm. n'es pas nécessairement, tu vois, la tasse que tu vends, quoi. Mais tu as une proposition. C'est-à-dire que là, Alors, ça dépend ça dépend dans quel type quel type du produit tu vends. Moi, j'ai un exemple que j'adore, je ne sais pas si tu connais Caro from Woodland. C'est une artiste qui fait de l'aquarelle et elle vend des livres, elle vend des tasses. Et en fait, ce qu'elle vend, c'est aussi, enfin, les gens l'achètent parce que c'est aussi elle. Ça fait partie de son personal branding c'est une nana hyper simple, authentique, qui fait son jardin, qui fait ses décos en fonction des saisons. Et en fait, les gens ont adhéré en fait à sa philosophie et c'est Mhm. comme ça qu'elle vend ses produits matériels puisqu'elle fait pas de vente de services. Elle vend des livres, Mhm. elle vend des tasses, elle vend des choses qui sont customisées avec ses propres aquarelles. Mhm. Mais tu vois, Donc ça dépend, je dirais, pour compléter la question, ça dépend en fait ouais. si on vend quelque chose, on va dire, en en, en- comme de l'artisanat, où on va le faire, Mhm. on va dire, à la chaîne, ou on Mhm. vend quelque chose qui est plus du domaine de l'artistique. Mhm. Mais tu vois, c'est pour ça que là, du coup, l'exemple que tu donnes, c'est vrai que c'est des produits, mais c'est une artiste. Enfin, dans Oui, sa tout à fait. proposition, et donc Mm, mm. c'est, du coup, tu vois, si par exemple on parle quelque chose, quand je prenais l'exemple d'une tasse, c'est vrai qu'elle en vend aussi, mais je sais pas, Oui. un ordinateur comme là on est en train d'utiliser aujourd'hui, ou tu vois, des choses qui sont vraiment pratiques, un lave-vaisselle, ou je sais pas, vraiment, je dis Mm. n'importe quoi pour donner l'idée, parce que ce que je trouve qui est important dans ce que tu dis,
Euh, et là où vraiment ça fit, c'est quand on est en train de parler de service. Le service, il est indissociable de la personne Mm, qui le propose. Et c'est dans ce cadre-là que cet alignement est vraiment essentiel et il est nécessaire du coup d'incarner ce que tu proposes. Tu vois, du coup, par rapport à ce que tu disais, je trouvais qu'il y avait un vrai parallèle et je trouvais que ça collait bien au mm. service et que Oui. potentiellement quelqu'un qui vend un produit qui est peut-être très pratique, comme je te disais, comme un ordinateur, bon, peut-être Mm. qu'on va pas le retrouver tout de suite dans l'ordinateur, tu vois. Et du coup, ça mène à la deuxième. Non, mais c'est intéressant parce que ça mène à la question que j'avais pour toi, qui était est-ce qu'on peut vraiment concilier le business et l'écologie sans compromis? Ah là là, cette sacrée question. Bah déjà, de base, quand on entend business et écologie, euh, ces deux mots semblent opposés. Parce que dans business, on entend croissance, on entend argent, on entend voilà, grosses entreprises. Et dans écologie, on entend décroissance, on entend soin, on entend faire moins mais mieux. Et, et du coup, on peut concilier les deux parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de chercher à être parfait, à tout faire bien, parce que c'est pas possible, mais c'est une intention à mettre, une manière de faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une croissance sans se dire je vais atteindre le million. On peut avoir une croissance raisonnée qui correspond à notre écologie personnelle qui soit plus durable. Parce que faire un reel à 1 million de vues, pour toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, clairement, ça leur a pas apporté euh, dans la durabilité, dans l'alignement et dans le contact humain de vraies choses. En fait, ça a été très bon pour leur ego, mais pas du tout pour leur entreprise sur le long terme. Ouais, Donc donc on a l'idée, c'est que la notion de durabilité. c'est ça, c'est ça. Hmm. C'est qu'en fait, quand on est entrepreneur, on est sur un marathon. On n'est pas sur un sprint, on est là sur le long terme. Et Hmm. cette question de temporalité, elle est hyper importante pour, euh, pour, comment dire, pour prendre conscience qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire sur le long terme et qu'on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Et dans le côté business, on a l'impression que tout doit aller vite. La start-up, on monte des choses, nanana, nanana, nanana. Sauf que si on part dans cette façon de faire, on oublie qui est à la base, la personne qui a son propre rythme et sa propre croissance personnelle. Donc, on peut concilier business et écologie avec des compromis, on est bien d'accord, mais des compromis euh, parce qu'il y a des choses qui ne nous ressemblent pas, qui nous épuisent, des stratégies qui vont être agressives, mais c'est pas des sacrifices. En fait, c'est des choix conscients. D'accord. C'est un peu potentiellement, en fait, l'idée d'essayer de conscientiser ses choix, de savoir jusqu'où est-ce qu'on veut aller, jusqu'où est-ce qu'on Mm, peut mm. aller pour comprendre son Tout à rythme. fait. Parce que peut-être que tu n'as pas envie d'être une société qui fait des millions, mais que tu es tout à fait satisfaite avec justement la possibilité de pouvoir vivre décemment Tout à de ce fait. que tu proposes, bien sûr. Je vois, je voulais juste souligner cet aspect-là que je trouve vraiment important et essentiel aussi pour ceux qui Mm. nous écoutent et savoir que c'est aussi bien de s'écouter, d'être OK avec, avec ça et de ne pas faire commencer cette sorte de petite course à l'échalote qui, des fois, se finit pas très bien du coup. Euh, alors, du coup, quelle peur est-ce que, ou quelle croyance aussi qui puisse être limitante, est-ce que tu vois chez les entrepreneuses, du coup, que tu accompagnes, parce que tu as aussi cet accès un peu au côté féminin, est-ce que tu as vraiment une différence ou des endroits bloquants? Alors, dans l'entrepreneuriat féminin, moi, je suis beaucoup aussi, enfin, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont dans le soin et l'accompagnement. Et justement, un des pièges de cette catégorie-là de métier, c'est justement d'être beaucoup focalisé sur ce qu'on apporte à ses clients, d'être, on va dire, à 100% pour ses clients, et finalement de s'oublier dans l'entrepreneuriat, dans ce qui nous nourrit, nous de construire en fait un système euh, client-centré, mais du coup qui fonctionne, parce que ça rapporte de l'argent, etc. Mais à quel prix?
à quel prix de temps, d'énergie, est-ce que c'est vraiment finalement rentable? Parce qu'en fait, souvent, ce que je vois, c'est que mes clientes, elles testent des choses, elles mettent en place des offres, etc. Et ça commence à fonctionner, ça commence. Et en fait, c'est comme un mur qu'elles construisent, enfin une maison qu'elles construisent, mais avec des blocs de différentes tailles, de différentes formes. Voilà, on teste un peu, etc. Et à un moment, on arrive à une construction qui tient, mais qui est un peu bancale. Parce que, en fait, elles n'ont pas le, comment dire, le point de vue extérieur de l'architecte qui va dire oui, alors ben, par rapport à toi, ce que tu aimes, ben, tu pourrais faire plus de ça et moins de ça. Et, euh, et du coup, ce point de vue-là extérieur, moi, c'est ce que j'apporte dans mes accompagnements, cette Mhm. prise de conscience que qu'en fait, on peut avoir plusieurs activités, plusieurs offres, mais qui se nourrissent les unes des autres et qui soient dans un écosystème où l'entrepreneur, enfin qui correspondent à l'entrepreneur. Mhm. Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire et vers quoi tu vas. Je trouve que c'est vraiment très important le focus client, mais du coup au détriment de l'entrepreneur lui-même. Tu sais Mm, que quand tu dis ça, tu es quand même un peu à l'opposé par certains aspects de ce qu'on peut avoir comme recommandation dans les livres de business où tu vois par exemple la façon dont Amazon s'est construit, la façon dont Apple s'est construit en se concentrant sur le client et que sur le client. Et je trouve que du coup, tu es cohérente avec ce que tu dis et en effet en décalé un peu avec ce qu'on peut entendre. Et c'était ça que je trouvais assez intéressant dans le fait de t'avoir avec nous parce que justement, c'est ceux qui se sentent, avec qui, enfin, ceux avec qui ça résonne, déjà mm, ont une petite idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat éthique et de mm. comment le rendre plus aligné avec C'est soi ça. tout en le rendant rentable et en visant le long terme. Donc, je fais je faisais un petit aparté vraiment parce que c'est vrai que ça peut avoir l'air d'être un peu en décalé, mais je pense que c'est juste un pas de côté et c'est une autre Mm, mm, façon d'entreprendre. Donc, c'était vraiment pour souligner ça parce que c'est, je pense, ça qui est vraiment important dans ton approche et dans ta proposition. Du coup, toi, tu disais justement au début, et on en parlait au début, tu es passé d'un métier quand même institutionnel, mm. cadré, euh, un peu choyé quand même. Quand tu dis tu as un salaire à vie, c'est quand même assez énorme, surtout par les temps qui courent, c'est important. Et tu es parti de là pour te lancer dans une activité indépendante et engagée. Quels sont les plus grands apprentissages que tu as eus en sautant le pas? Waouh! Les grands apprentissages. euh, Déjà que le passage à l'action et le passage à l'action conscient crée une multitude d'opportunités. En fait, quand on est dans ce cocon en tant qu'enseignant, on est drivé dans tous les sens. On est cadré, on a assez peu de choix, mis à part le choix pédagogique et encore avec certaines limites quand même. Mais en fait, tout est décidé. Les vacances, là où tu travailles, tes collègues. Voilà, t'es juste, tu vas au boulot et tu fais ton travail, tu reviens. Bon, tu bosses aussi le soir et le week-end. Autre sujet, et du coup, c'est vrai que quand tu lâches tout ça et que tu pars, entre guillemets, sans filet de sécurité, enfin, après, comme j'ai eu la rupture conventionnelle, donc j'ai eu le Ouais. chômage, mais on quitte quand même quelque chose qui est très cadré pour quelque chose qui est hyper libre. Et, euh, et ce qui était à la fois drôle et à la fois pas drôle du tout, c'est que j'ai failli refaire un burn-out 2 ans après m'être lancée, parce que justement, euh, je n'étais pas suffisamment centrée sur moi et j'étais beaucoup dans les attentes des autres. Hmm. Dans les attentes de mes clients, dans les attentes de ce que je pensais qu'il fallait que je fasse pour réussir.
Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah voilà, je suis allée chez le médecin et j'étais là, bon, j'ai l'impression que je suis sur une mauvaise pente, il va falloir que je me reprenne, que je prenne. Et comme quoi ça arrive, parce qu'on n'en parle pas forcément suffisamment de la possibilité de faire un burn-out en étant entrepreneur. Bien Alors sûr, et que c'est un vrai les sujet. mécanismes que l'on a, par exemple dans un métier ou dans le salariat ou dans le fonctionnariat, en fait, on peut très bien les emporter avec nous dans un autre cadre. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se détacher de ce cadre, de ce qu'on a connu, pour construire en fait notre propre cadre et garder cette flexibilité nécessaire qui nous permette de progresser. C'est-à-dire de ne pas Mm. avoir un cadre trop strict en se Mhm. disant, bah voilà, je m'enferme dans un nouveau dogme entrepreneurial, Mais oui, oui, tout entre à guillemets, fait, tout à fait. qui enferme et empêche de pouvoir créer, de pouvoir se développer. Mm. Donc ça, je pense que ça a été un très gros apprentissage, cette capacité à se dire, OK, je dois maintenant, j'ai à créer mon cadre tout en me séparant en fait des croyances et du fonctionnement que j'avais avant. Mm, Parce que ouais. clairement, le fonctionnement d'un entrepreneur avec de l'expérience, c'est pas du tout le même fonctionnement qu'un enseignant qui est dans sa classe. C'est quelqu'un qui Ouais. va être hyper proactif, qui va prendre soin de soi, de ses clients, qui va se remettre en question tout le temps Mm. pour pouvoir en fait toujours coller à sa propre vision. Parce que dès qu'on se décale en fait de sa vision, euh, on est en incohérence avec qui on est et se comporte. On perd Donc c'est son vraiment alignement. un... C'est ça. Et en fait, on a l'impression que dès qu'on a l'alignement, hop, on va le garder. Mais en fait, non, la vie, c'est pas comme ça. Non, non, si c'était Ça si serait simple, tellement tout simple. le monde le ferait, évidemment. Mais oui. On aurait le mode d'emploi. Mais Ah là là. eh ben, c'est celui-là. Mais on aurait bien voulu. Mais tu vois ce que c'est. Je trouve que c'est très important dans dans ce que tu dis. Vraiment, tu vois, par exemple, on n'avait pas encore parlé du burn-out de l'entrepreneur. Mm, Et pour ça, je pense que c'est très intéressant d'avoir ton expérience dessus. mm, Parce parce que justement, tu parles d'alignement, tu as vraiment ce besoin, on l'entend dans ce que tu partages. Donc c'est intéressant de le pointer du doigt, de mm, vraiment mettre, de vraiment porter l'attention à ça, parce que c'est aussi quelque chose à quoi il faut faire attention, parce qu'en effet, on a beaucoup d'options, on peut aller dans beaucoup d'endroits. Dans la masterclass précédente, justement, on mentionnait le fait que souvent les entrepreneurs sont multipotentiels, ou ont tendance à faire beaucoup mm, de choses à la fois, sont peut-être trop actifs, ou en tout cas très actifs. Donc, le fait d'exploser en vol, c'est des choses qui arrivent. Et clairement, oui, ça peut finir en burn-out, et on n'en parle pas nécessairement assez, ou en tout cas, on n'en mm, est pas mm. nécessairement assez conscient. Donc, merci de le préciser. Du coup, pour avancer sur le collectif et la reconversion et l'alignement, toi, tu as accompagné plus de 50 enseignants dans leur reconversion. Et qu'est-ce qui revient Mhm. le plus souvent dans leurs interrogations? Euh, alors déjà, ce qui revient souvent, donc il y a une part, une méconnaissance du marché du travail global. Parce que bah, quand on est fonctionnaire, on est un peu dans cette bulle qui est ouais, qui n'est pas tout à fait dans le monde du travail, puisque on n'a pas forcément à postuler, à faire un CV, etc. Donc tout ce qui est en dehors du fonctionnariat paraît un peu étrange, voilà, lointain et inconnu. Après, ce qui revient souvent aussi, et on en parlait justement, c'est cette question du salaire et de la relation à l'argent. C'est que Hmm, bah, le fonctionnaire ayant son salaire régulier et ne pouvant pour l'instant ne pas être viré, entre guillemets, ça crée hmm, une sorte de confort, une mhm, sécurité qui est basée sur en fait des éléments qui sont extérieurs à soi. Et il y a tout un travail que je fais généralement avec mes clientes pour reconstruire la sécurité intérieure
basé sur la capacité à s'auto-coacher, entre guillemets, Mmh. la connaissance de soi, de ses compétences, euh, la conscience aussi des événements qui ont déjà été traversés, pour prendre conscience que peu importe en fait ce qui va se passer, on trouvera une solution. Mmh. Et Ouais. ça permet de construire une confiance intérieure qui va dépasser ce besoin finalement d'avoir ce filet de sécurité à vie et de permettre de pleinement se développer en dehors du métier d'enseignant et en dehors Mmh. du fonctionnariat. D'accord. Mais c'est vrai que ça prend sens. Mm. Par rapport à ce qu'on peut imaginer évidemment du fonctionnariat, enfin de ce qu'on se disait tout à l'heure. Du coup, pour avancer aussi un petit peu, parce que j'ai justement, en termes de philosophie entrepreneuriale et par rapport à ta vision qui est intéressante parce elle est assez forte et en même temps, tu vois, bizarrement, enfin, moi, ça me paraît nécessaire en fait. Donc, ça me je pense que non, mais c'est vrai, c'est très bizarre parce que bah, je suis consultante en organisation et stratégie, je monte des boîtes, j'essaye de justement construire cette pérennité dans les boîtes. Donc vraiment, ce que tu dis résonne énormément avec la logique qu'il faut avoir pour monter une boîte. C'est pas en 2 jours qu'on fait 80 millions d'euros et qu'on n'a pas tous envie d'être des licornes en fait. Et Mhm. d'ailleurs, bah, comme beaucoup en parlent et peu en voient. Et donc, globalement, c'est aussi important de comprendre qu'il y a plein de façons différentes d'entreprendre. Et c'est Mm. ça qui est vraiment, je trouve, très important dans cette approche que tu as. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de t'avoir avec nous et d'avoir ta vie, et justement d'avoir ta vision. Je voulais pas te quitter sans avoir ta vision et ta philosophie de l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'aurais vraiment à ce niveau-là une question pour toi. C'est quoi ta philosophie de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Pour moi, la philosophie de l'entrepreneuriat, euh, selon mon point de vue, c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous fasse vibrer, quelque chose dans lequel on s'éclate, où on est prêt à dépasser les obstacles, à, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu connais le livre Comme par magie de Elisabeth Gilbert, Non, pas qui du tout. dit que dans chaque métier, il y a sa tartine de merde. Ah oui, par contre, je connais la théorie de la tartine de merde. Et du coup, tu Et ben, choisis à on est quel tellement degré fan est-ce que de ce qu'on tu veux. fait Ben oui, que en fait, tu te rends que pas. Oui. c'est Non, ça, vas-y, que excuse-moi, je t'en on prie. est en capacité de dépasser cette tartine de merde qui est propre à chaque métier. Et dans l'entrepreneuriat, il y en a. Il faut aimer les chiffres, faut apprendre à aimer les chiffres, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut euh, développer une vision globale, stratégique sur le long terme, ce qui n'est pas forcément évident. Mais si on est porté par notre vision, l'impact qu'on apporte aux autres sur le monde, eh bien, on est en capacité de dépasser ça. Tout s'apprend. Tout s'apprend. La gestion financière d'une entreprise, ça s'apprend. La vision stratégique, ça s'apprend. Et donc, pour moi, c'est vraiment trouver ce qui nous fait, ce qu'on aime faire, ce qui nous donne envie de se lever le matin. Et après, on est en capacité de dépasser les obstacles. Hmm. Et du coup, si tu devais déconstruire un seul mythe entrepreneurial aujourd'hui, ce serait lequel? Aïe, 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 qu'il faut bosser 70 heures par semaine. Celui-là, il fait mal. Notamment parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. C'est ce que j'allais te demander. Tu bosses pas 70 heures? Ah non, je bosse pas 70 heures. En fait, c'est comment dire, une des difficultés inhérentes à l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'a pas de limite temporelle. Qu'en fait, on peut travailler, on va dire, 20 heures par jour. Personne ne nous dira stop, arrête-toi, sauf le burn-out qui dira ok, là tu peux plus te lever, tu peux plus le faire. Mais en vrai, on n'a pas de limite extérieure. Et, euh, et parfois, certains contenus sur les réseaux sociaux encouragent aussi euh, cette philosophie de il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup au détriment de soi, son bien-être, son temps.
etc. Et moi, à l'inverse, ce que j'ai remarqué, c'est que moins on a de temps disponible pour travailler, plus on est efficace et plus on est Hmm. reposé. Et ça, je l'ai remarqué depuis que je suis maman. Il y a vraiment un truc qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des limites temporelles qui sont le fait que bah, la vie de famille, on doit être pleinement présent. Enfin, moi, clairement, si j'allume mon PC dans le salon quand mon fils est là, et ben, il va essayer d'écrire sur le clavier. Donc, ça va pas être possible. Mais en vrai, quand on expérimente ben, le fait de travailler moins et de pas pouvoir travailler plus, on se rend compte que on focalise vraiment sur les actions qui ont du sens, de l'impact, et on fait moins d'actions où on pense que ça fait bien. Typiquement, être sur 15 000 réseaux sociaux, etc. On focalise sur ce qui est important, ce qui fonctionne, et, euh, et on se rend compte que bah, le temps qui nous reste, on peut le passer à se reposer, à profiter, à faire autre chose sans culpabiliser. Et ça, c'est cool. Et Tu c'est sais, aussi euh, une des raisons pour lesquelles les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir cette liberté temporelle. Bah, il faut se battre aussi pour la conserver. c'est ça, et puis même pour la construire, parce que Oui, c'est vrai. je pense que ce que tu dis, c'est super intéressant et c'est vrai, mais je pense que c'est vraiment à géométrie variable, entre guillemets. Mm. J'avais, lors d'un autre sommet que j'avais co-organisé, une personne qui était spécialisée dans la gestion du temps. Et Mm. ce qui était marquant, en tout cas, tu vois, ça m'a encore marqué, c'était il y a 2 ans, et je m'en souviens encore, où elle disait, on est tous égaux devant le temps. Par jour, tu as 24 heures, qui que tu Oui. sois, où que tu sois. D'accord? Et à Mm, partir de ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, c'est un peu la théorie de la tartine de merde, hein, c'est pareil, on a tous une tartine de merde, et après, la question est de savoir comment est-ce que, à quel dosage est-ce que tu vas y aller. Maintenant, sur ce que tu étais en train de dire, est-ce que tu penses pas que le fait que tu aies aussi cette logique qui soit plutôt vers la décroissance, entre guillemets, en termes mm, d'approche, mm. où justement, il n'y a pas. Après, qu'on puisse avoir une tendance à brasser du vent, aucun, aucun problème. C'est plus que possible. On peut s'exciter dans tous les sens, etc., histoire de faire. Et toi, ce que je pense, c'est que Mm. tu es plus dans l'être. Et du coup, en termes d'approche, est-ce que tu penses pas que justement ce rapport à la temporalité change par rapport au stade aussi où tu en es de ton développement entrepreneurial? Tu vois, quand tu es en train de te lancer, où tu as vraiment tout à mettre en place, à faire, il est possible que tu sois plus dans l'action et à faire beaucoup de choses Mm. qu'une fois que tu as commencé à instaurer les choses, parce que c'est justement vers ça que tu tends. Mm, Et de mm. là, tu peux plus s'étaler. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu c'est de ça dont je parlais quand je disais, est-ce que tu penses pas que ce que tu disais, c'est un peu à géométrie variable? Tu peux avoir des grosses semaines, puis tu vas avoir des Oui, bien semaines sûr. plus cool Mm, aussi. Et après, si toi, tu as la volonté mm, de faire attention à ça, comme justement tu le soulèves, là, du coup, c'est juste, toi, c'est dans tes non négociables, ça fait partie de tes valeurs. Comme on disait justement tout à l'heure, ça fait partie de tes valeurs importantes, tes valeurs essentielles. mm, Tu vois, mm. j'ai l'impression que peut-être qu'on a aussi ce petit delta à prendre en compte et peut-être se le dire au départ, quoi. Est-ce que tu as envie de bosser 70 heures et, toi, et clairement, le gros warning dont on parlait tout à l'heure, du petit burn-out qui peut Mm, pointer mm. le bout de son nez, souvent, si c'est ton mode de fonctionnement, c'est vrai que ça peut faire, ça peut piquer. Mais j'ai l'impression que oui, enfin, la question que j'avais en sous-jacente de ce que je disais, c'était est-ce que tu penses pas que c'est aussi lié à toi, ta volonté, la façon dont toi tu entreprends? Euh, alors, en vrai, peut-être pas 70 heures, mais j'ai déjà fait au tout début des semaines de 50 heures, et clairement, euh, ça faisait partie, je pense, des raisons qui ont fait que je me suis rapprochée d'un burn-out. Parce qu'il y a aussi un autre état d'esprit que généralement les profs ont aussi beaucoup, c'est le fait d'être bon élève. Ah, le De syndrome de la vouloir bonne faire élève.
Ah, le syndrome de la Ça bonne élève, il fait mal pique. celui-là, hein. Ouais, il Parce pique qu'en très fait, fort. on a l'impression de devoir faire bien comme il faut selon une certaine méthode. Et le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, ça marche pas comme ça. Et généralement, quand on débute, c'est pas évident d'arriver à y voir clair dans toutes les propositions et les façons de faire qui existent. Et, et comme je disais aussi, on, on récupère en fait nos tendances des anciens métiers, parce que généralement, s'il n'y a pas eu de changement, ben, voilà, les cycles se répètent. Donc, on peut ramener ce côté bon élève qui peut exister dans le fonctionnariat ou dans le salariat, où finalement, on nous demande d'être dans des cases et de correspondre à une fiche de profil, enfin, à une fiche de poste, euh, alors que dans l'entrepreneuriat, et ça, c'est ce qui est dommage aussi, c'est que c'est pas du tout euh, une philosophie qui est apprise à l'école, et c'est bien dommage, c'est que en fait l'entrepreneuriat, euh, il part vraiment de son écosystème Mmh. pour construire un système qui corresponde à soi, à ses clients et à son marché. Sauf que ben, la personne, le coach, le formateur, bah, lui, il a fait son propre écosystème avec sa vision, mais en fonction de sa pédagogie ou de sa manière de transmettre, euh, il va avoir tendance à te proposer un modèle déjà tout fait parce que c'est plus Mmh. facile. On gagne du Bah temps, oui. mais on construit pas quelque chose de durable. Mmh. Et c'est là tout l'enjeu justement, dès le début, peut-être d'avoir cette conscience de comment est-ce que j'ai envie de travailler, comment, et à la fois, je me dis, ça se construit aussi avec le temps, par Mmh. l'expérience. Il y a ça aussi. Mmh. C'est que, le début, on fait un peu du bricolage, ça fait partie du chemin. Ouais. Non, Donc mais c'est en effet, je suis de 100 d'accord avec toi et on s'approche clairement de la fin. Est-ce que tu aurais, une citation ou un mantra qui du coup, te permet, toi d'avancer et de te motiver? alors moi, j'ai une image qui me motive toujours beaucoup, c'est un long voyage commence toujours par un Commence par seul un petit pas. pas. Ouais. Ouais. Je suis assez fan aussi et je pense que ça image bien, enfin, ça Ouais. illustre bien, ce dont on parle. Je te remercie beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Je tiens, à mentionner donc que ça a été, indiqué dans la page, justement qu'on a partagée dans les, newsletters, le fait, que Amandine, nous propose un lien de téléchargement vers les 5 clés pour un business éthique, écologique et aligné et je te remercie pour ça. Parce que je pense que c'est vraiment un message, important que tu portes et notamment, de comprendre qu'il y a différentes façons d'entreprendre et je trouve que, voilà, tu représentes bien une façon différente d'entreprendre, d'aller vers, quelque chose qui soit aligné, durable, et qui fasse peut-être un pas de côté, qui sorte un peu des sentiers battus, mais qui est pas pour autant, désaligné avec, les personnes qui le font et en effet, ça peut être rentable et Mmh. surtout, ça fait qu'on peut se sentir bien et que ça n'a pas de prix. Un dernier mot, pour celles et ceux qui veulent entreprendre autrement, mais qui hésitent encore, qu'est-ce que tu leur dirais? Hem, Bah, entreprendre, comme on disait, c'est une philosophie, c'est vraiment un axe, c'est un engagement envers soi, parce qu'on crée pour soi quand même l'activité, le quotidien qu'on rêve. C'est un engagement envers les autres, parce que entreprendre, c'est apporter quelque chose aux autres. Mmh. Et c'est aussi un engagement vers le monde, parce que on crée quelque chose qui contribue au bien-être, à l'art, au quotidien de chacun. Et donc, c'est vraiment... moi, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en plus de tout ça, c'est un espace de transformation individuelle énorme, gigantesque. Je pourrais pas dire plus, parce qu'en fait, on est confronté à nos ombres
à nos peurs et c'est nécessaire de les traverser pour pouvoir rayonner, pour pouvoir se développer et pour pouvoir avoir l'activité que l'on rêve. Donc, Eh bien, je pense, Amandine, que tu viens de nous partager la pépite de ton intervention. L'entrepreneuriat, c'est un espace de transformation incroyable. Je pense mm, que c'est une belle façon de finir cet échange. Je te remercie énormément pour ton temps. Et du coup, comme je disais, donc on va partager les replays sur nos réseaux. Donc, ce sera disponible sur Facebook, sur YouTube aussi, et également sur Instagram. Et je vous invite tous, ceux qui nous regardaient en live, ceux qui nous regardaient en replay, justement à rejoindre et aller voir ce que fait Amandine. Peut-être que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver. oui, tout à fait. Donc, on peut me retrouver sur LinkedIn sous le nom Amandine Dupré, sur Instagram, amandine.leadership. Et du coup, j'ai créé un canal Telegram où je vous partage voilà, mes confidences sur l'entrepreneuriat en toute authenticité et vulnérabilité. Et c'est vraiment un espace que j'adore. Enfin, hier, on parlait de... J'ai fait un vocal sur les étiquettes multipotentielles, hypersensibles. Donc, il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés. Et puis, ben, voilà, je vous ai créé une ressource à télécharger spécialement pour le sommet que j'ai conçu en fait comme voilà, les petites actions, les 5 clés en lien avec des actions qui sont faciles et qui rajoutent de la conscience, de la joie et de l'authenticité dans son quotidien entrepreneurial. Donc, je vous invite vivement à aller regarder et à me faire des retours. En plus, si vous avez bah voilà, testé ces petites actions à mettre en place. Eh ben écoute, en tout cas, bah, déjà, je te le ferai parce que je suis trop curieuse. Donc déjà, de fait, ça va, je vais aller regarder et je vais farfouiller, mais clairement. Et merci, merci encore une fois pour ce passage à Dreamcatcher, l'event, pour justement parler d'entrepreneuriat et savoir comment entreprendre différemment. Merci beaucoup, Amandine. Très bonne journée à toi. Au revoir. Merci, merci pour l'invitation. Au Merci revoir. à toi. Bye.